Imaginez les meilleurs hackers de la planète réunis dans une même pièce. Au milieu de cette pièce, un ordinateur flambant neuf. Ils ont tous le même objectif, prendre le contrôle de cet ordinateur. C'est une compétition de hacking qui s'appelle le Pawn to Own, et c'est une des plus exigeantes qui existent. L'invitée que je reçois aujourd'hui l'a remporté 3 fois en 3 participations. Dans sa carrière, elle a déjà trouvé plus de 1000 failles, et aujourd'hui elle a mis son talent au service d'Apple. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sophia, comment tu vas ? Salut Mathieu, ça va et toi ? Écoute, ça va très bien, je suis très content de t'avoir sur le podcast. En plus, voilà, je sais pas si c'est souvent comme ça, mais c'est assez tôt chez toi ? Oui, c'est 7h du matin, je suis super contente d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Bah non, avec grand plaisir. Tu te lèves souvent à cette heure-là ou c'est vraiment... Je me lève souvent à cette heure-là, oui. Donc t'es matin. Donc là, le soleil vient de se lever à peine à 7h du matin. En général, les gens se lèvent très tôt ici parce que on est en retard par rapport au reste du monde. Ok, parce que t'es à San Francisco, c'est ça ? Oui, je suis à San Francisco. Ok, bon, trop cool. On y reviendra un peu quand on va raconter un peu ce que tu fais. Mais du coup, pour commencer avec une petite intro, j'ai un petit exercice pour toi, c'est d'essayer de te présenter en 3 phrases. Allez, je vais essayer de faire ça. Alors, je suis Sophia Becrar, docteur en sécurité informatique et ingénieure-chercheur chez Apple. Je suis dans le domaine de la cybersécurité depuis 15 ans, dont 10 ans dans la Silicon Valley aux États-Unis. J'ai obtenu mon doctorat de l'INSIMAG à Grenoble en 2013. J'ai également enseigné la sécurité et le test logiciel dans cette même école. Et mes travaux de recherche étaient axés sur l'analyse et le test de logiciels. Ok, trop cool. Bon, déjà plein de sujets. Donc effectivement, on va parler pas mal cybersécurité dans cet épisode. On parlera aussi d'un truc que j'avais vu, on y reviendra, mais que j'avais vu sur ton LinkedIn. Il y a une compétition de cybersécurité qui est assez célèbre, qui s'appelle le Pawn to Own, et j'ai vu que tu avais gagné ce truc-là. Donc voilà, j'aimerais revenir aussi là-dessus. Mais donc on va dérouler un petit peu ton parcours ensemble. Et ma première question un petit peu traditionnelle dans Tronche de Tech, c'est essayer de comprendre comment tu vois, tu es tombé dans la tech et du coup en particulier dans la cybersécurité. Alors depuis toute petite, je suis entourée de gens passionnés par la tech et l'ingénierie en général. J'ai mes deux grands frères qui sont experts en informatique, dont un qui est spécialisé dans la sécurité justement. Mon grand-père était un des premiers ingénieurs de son village. J'ai peut-être été un peu influencée par mon entourage, mais je pense que la tech en général et la sécurité en particulier sont des domaines vraiment très stimulants et qui peuvent offrir beaucoup d'opportunités. Donc je regrette pas mon choix. Et du coup, tu veux dire, t'as commencé, j'imagine, du coup, bien avant les études, donc ce que tu disais, mais t'avais un ordi à la maison, tu faisais déjà de la recherche en sécurité quand t'étais petite, c'est ça ? Pas de la recherche en sécurité, mais oui, j'avais un ordi depuis que j'étais toute petite. J'ai toujours vu mes grands frères faire ça, du coup je voulais faire comme eux. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ça a donné quoi ? C'est quoi ton travail au quotidien, là, concrètement ? Oui. Je suis spécialisée dans la découverte proactive de vulnérabilités. Donc, qu'est-ce qu'une vulnérabilité en cybersécurité ? C'est une faiblesse ou une faille dans un système informatique qui permet à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité du système, c'est-à-dire à son fonctionnement normal, à la confidentialité, à l'intégrité des données qu'il contient. Donc, une faille peut être exploitée pour obtenir un accès non autorisé ou effectuer des actions non autorisées sur un système informatique donné. Donc, mon travail a pour objectif de découvrir ces failles qui pourraient être exploitées par des attaquants. Alors, je peux pas donner de chiffres exacts sur le nombre de failles de sécurité que j'ai trouvées depuis mes débuts, il y a 15 ans, mais je peux vous dire que cela se compte en milliers.
Ok. Donc ces milliers de failles que j'ai trouvées sont des failles exploitables, des failles de sécurité et des failles exploitables qui pourraient être utilisées par des attaquants. Euh, de comment je fais ça? Je suis experte en analyse dynamique, en particulier en fuzzing. Donc c'est une technique de test où on génère des entrées aléatoires ou mal formées qu'on envoie ensuite à l'application ou au logiciel qu'on souhaite tester. Et l'objectif est de provoquer des comportements inattendus, ce qu'on appelle aussi des fautes, telles que des crashs ou des paniques. Et donc, mon travail quotidien est de développer des outils d'analyse et de test dans ce sens-là. Alors, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Donc, mon rôle n'est pas uniquement d'identifier des vulnérabilités de sécurité et aider les développeurs à les fixer. Je fais beaucoup de campagnes de sensibilisation aux principes fondamentaux de la sécurité. Donc, cela se fait entre autres grâce à des trainings destinés aux développeurs. L'objectif étant d'éviter d'introduire de nouvelles vulnérabilités dans le code. Parce que trouver des failles, c'est cool, les fixer, c'est mieux, mais ne pas les introduire du tout, c'est encore mieux. Ok. Et hyper intéressant. Et du coup, je veux dire, dans le cycle de vie d'un logiciel, tu es où? Tu es avant les mises en production, Oui. après, les deux? Ouais, avant. Alors souvent, je suis avant. Parfois, il y a des produits qui ont été déjà publiés depuis très longtemps, qui sont publics depuis très longtemps. Alors dans ce cas-là, on essaie quand même de faire du test de sécurité et d'identifier ce qu'on peut et de les fixer a posteriori. Mais en général, le fuzzing fait partie du processus de développement et donc Ok. on essaie d'identifier les vulnérabilités avant que le produit soit public. Ouais, donc ce qui est dit. Du coup, tu es en amont par rapport à ce qu'on appelle les bug hunters, les gens qui sont à l'extérieur des entreprises et qui, eux, en fait, en général, ils attaquent des fois, ils ont des bêtas privés, mais souvent, ils attaquent des produits publics et donc les failles sont déjà publiques. Donc, toi, c'est de les trouver avant. Ok. Trop cool. Et alors, quand tu le décris comme ça paraît tout bête. C'est-à-dire, bah, ok, j'ai des entrées dans mon système, je mets des entrées au hasard et puis j'attends que ça crache. J'imagine que c'est plus compliqué que ça. Du coup, c'est quoi un peu les challenges pour toi, les nouveaux trucs que tu développes ou les nouveaux trucs que tu essayes? En fait, quel est ton, je sais pas si c'est l'innovation ou en fait aujourd'hui, tu vois, moi j'ai l'impression que bah on prend un système et puis on fait un générateur d'entrée et puis c'est fini. Et j'imagine que c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, il y a peut-être 20 ans, ça marchait très bien de générer des entrées aléatoires et de les envoyer au système. Actuellement, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut que les entrées qu'on génère soient des entrées qui soient acceptées par l'application ou par le logiciel qu'on essaie de tester. Il faut aussi qu'on arrive à trouver des entrées avec lesquelles on peut couvrir le maximum de code, ce qu'on appelle le code coverage. Donc, on fait de l'analyse de code et on essaie aussi de faire de l'analyse de teinte pour pouvoir justement trouver ce lien entre les entrées et les fonctions dans le code qu'on essaie de tester. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça il y a beaucoup d'autres méthodes d'analyse qui sont combinées au fuzzing, telles que l'analyse de couverture, l'analyse de teinte, des choses comme ça. Ouais. Mmh. Si je schématise un peu ma compréhension là de ce que tu as dit, typiquement, il y a un truc qui est important, c'est que toi, tu vas générer plein d'entrées et tu vas analyser derrière quelle partie du code tu as couvert et pas couvert, et tu vas dire attends, il faut que je trouve d'autres entrées différentes qui vont me permettre de couvrir le reste du code en fait. Et tant que t'as pas couvert la quasi-intégralité du code, tu sais qu'il y a encore des choses à explorer. C'est un peu ça. Exactement, exactement. Et parfois, faire de l'analyse de couverture n'est pas suffisante parce que faire de l'analyse de couverture va nous donner on va avoir une idée précise sur ce qu'on couvre, mais parfois on ne sait pas comment couvrir les autres chemins qui sont pas qu'on ne couvre pas actuellement. Et pour ça, on peut utiliser des solveurs de contraintes, par exemple, pour passer d'une branche à l'autre. Ok, ça c'est des maths un peu les solveurs de contraintes, ça me rappelle des vieux Oui. souvenirs. Ouais. Ok. Et mais tu fais pas de, est-ce que tu fais du reverse engineering ou pas du tout? Est-ce que tu essaies de regarder la logique dans le code? Oui,
Alors je faisais, donc avant de rejoindre Apple, je travaillais dans une entreprise qui était, qui s'appelait Vupen. Donc c'était une entreprise qui faisait la recherche et l'exploitation de vulnérabilités. Du coup, on n'avait pas accès au code source. Donc j'ai fait du reverse engineering. C'est pas ma spécialité, mais j'en fais un peu. Et ensuite, là, pour commencer en fait, à faire n'importe quel projet, il faut qu'on regarde l'attaque surface. Donc il faut qu'on regarde, le code et on essaie, d'identifier quelles sont les fonctions, qui sont intéressantes en termes de fuzzing. Donc quelles sont les fonctions, où par exemple, où l'attaquant peut accéder. Hem et pour faire ça, il faut qu'on fasse du reverse engineering, effectivement. Pour comprendre un peu plus la logique. Et je me posais aussi la question de est-ce que ce que tu fais s'applique à tout type de système informatique ou tu as quand même des spécialités? Je veux dire, est-ce que c'est parce que tu vois, moi j'ai l'impression que par exemple, quand tu travailles sur une appli mobile, c'est peut-être pas pareil que quand tu travailles sur un site web, de quand tu travailles, ouais, une appli qui est installée sur ton ordinateur? Alors je pense que ce que je fais s'applique partout. Il y a des petites différences, enfin, par exemple, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans le kernel, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans le user tout ce qui est userland. Mais je pense que, les techniques, dont j'ai parlé là, le fuzzing, analyse dynamique, tout ça, ça peut s'appliquer à peu près partout, oui. Donc ce que je voulais savoir, Sophia, ce que tu as dit au début, c'est qu'avant, d'être dans l'industrie, tu as fait une thèse, tu as fait de la recherche. Hem, Tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu as fait en thèse, ce que tu as fait en recherche? C'était quoi ton rôle et quels étaient les domaines dans lesquels tu travaillais? Et Mmh. puis ensuite, peut-être, pourquoi tu as choisi de, changer de voie? Alors j'ai obtenu mon doctorat en 2013 à l'INSIMAG, à Grenoble. Mon travail, donc c'était une thèse industrielle, donc je faisais 50 en entreprise et 50 à l'université, de Grenoble. C'était, une thèse, donc mes travaux de recherche étaient axés sur, l'analyse dynamique, et le fuzzing. Donc j'ai travaillé sur une approche automatique de recherche de vulnérabilité logicielle par des processus de test, qui combinait des analyses avancées de code, binaire et de fuzzing. Donc l'approche comprend plusieurs analyses, telles que, il y avait une technique de minimisation de suite de tests, pour optimiser le rapport entre la quantité de code testé et le temps d'exécution. Donc notre objectif était d'avoir un un ensemble de test cases, minimal, avec lequel on pouvait, avoir une couverture, maximale du code. On avait également une technique d'analyse, statique pour localiser les séquences de code potentiellement sensibles, par rapport à des patterns de vulnérabilité. Donc, on regardait le code source, on regardait le code, pas forcément le code source, on regardait le code, avec de l'analyse statique. On essayait d'identifier les patterns, de vulnérabilité. Par exemple, ce code, pourrait, générer un buffer overflow. Et ensuite, on se concentrait justement sur ces patterns, qu'on a identifiés pour, les faiser ces fonctions-là qui sont intéressantes. Et il y avait également une technique, d'analyse dynamique, ou analyse de teinte, pour, identifier avec précision, les zones de l'entrée qui peuvent être à l'origine, de déclenchement de vulnérabilité. Et finalement, il y avait une technique, évolutionniste de génération de tests qui s'appuie sur, les résultats des autres analyses, qu'on a faites, afin d'affiner les critères de décision et d'améliorer la qualité des entrées, qu'on utilisait pour le fuzzing. L'objectif était qu'on arrive, justement à faire des choses qu'on pouvait pas faire avec, du fuzzing, en black box. Donc on appelle ça, du fuzzing en grey box parce que j'avais pas accès au code source. Du coup, je travaillais uniquement sur du code, assembleur, et cetera. Donc voilà. Qu'il aurait fallu potentiellement reverse engineerer ou quelque chose comme ça. Parce que du coup, c'est un truc que j'ai pas réalisé quand tu me l'as dit la première fois, mais une des complexités, c'est que du coup, tu as plein d'entrées, c'est combinatoire, c'est exponentiel, et en fait, tu peux pas tout tester. Et donc, en fait, le Exactement. truc, c'est aussi de bien diriger ce que tu génères pour en générer le moins possible. Oui. Alors notre objectif, c'est d'avoir le minimum d'entrées qui
peuvent nous aider à exercer le maximum de chemin dans notre code et aussi d'avoir un mapping ou un lien entre ces entrées et ce qu'on peut en faire dans le code. Ouais, ok. Ouais, Et ok. notre autre objectif est de parcourir les chemins qu'on n'a pas parcouru, qu'on n'a pas pu parcourir avec les entrées actuelles. Donc pour ça, il faut soit des solveurs de contraintes, euh, soit des choses Ouais, comme ça. Donc notre objectif est d'arriver à une couverture de 100% du code, ce qui est très difficile ouais. en faisant du test. Ouais, ouais, je veux bien croire. Parce que du coup, tu as redit solveur de contraintes là comme tout à l'heure, mais du coup, tu as fait parce que moi, j'ai fait de la recherche opérationnelle avant. Je sais pas si ça te parle. Si, ça doit te parler, hein. Tu as dû voir ça au Oui, CIMAG aussi. Et tu utilises des algos d'optimisation aussi pour essayer ouais, aussi ce genre de truc-là? oui, oui, oui. On utilise des algos d'optimisation également, oui. Ok. Oh, trop bien. J'aurais dû faire ça. T'as dit plusieurs fois un truc, t'as dit analyse de teinte. Je veux bien que tu m'en dises plus là-dessus. C'est quoi? Oui, l'analyse de teinte. Alors, pour simplifier ça, on a des entrées et on a du code. L'objectif de l'analyse de teinte, c'est d'identifier quelles parties des entrées peuvent avoir un impact sur Ok. quelle partie du code. Et du coup, ça aide énormément parce que du coup, si on a envie de tester un endroit particulier du code, donc une fonction en particulier, on peut directement modifier ces endroits dans l'input. Et cela nous permet de couvrir une partie du code Ok, qui nous intéresse. du coup, ah oui, c'est ça c'est Greybox parce qu'en fait, tu vas trouver une partie de la logique, ça tu dis attends, si je change ce Oui, truc-là, je passe sans doute dans une branche différente, et donc tu vas exactement. corréler tes entrées et tout. Ok, c'est ça. Exactement. Ok. Et l'objectif final, c'est d'avoir un mapping entre nos entrées et notre code. Ouais, ok. Oui, donc en fait, tu vas générer plein de data, donc en gros plein de data d'entrée, plein de data de quel code a été activé, et après j'imagine qu'il y a des maths derrière pour faire une espèce de corrélation en disant attends, les probabilités que ça soit ça qui active ça, etc. C'est ce genre de truc. Exactement. Ok, Exactement. ça a l'air très cool. Très cool. Et après ça, du coup, tu fais maître de conférence. Donc là, tu étais quand même parti pour. Alors, donc après avoir obtenu mon doctorat, j'ai déposé une demande de qualification aux fonctions de maître de conférence, dans le but de continuer à travailler dans l'académie. J'ai bien sûr obtenu cette qualification auprès du Conseil national des universités dans la section informatique, mais après réflexion, j'ai changé d'avis et j'ai finalement opté pour l'industrie. Je pense que la raison principale est que l'impact est immédiat en industrie. Mais je reste convaincue que le choix entre travailler dans l'industrie ou dans l'académie dépend vraiment des objectifs professionnels et personnels de chacun. Chacune des voies offre des avantages et des défis. En industrie, par exemple, il y a moins ou pas du tout d'opportunités de publication scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui peut gêner les chercheurs. Et c'est pour cette raison en fait que malgré avoir choisi la voie de la recherche industrielle, je reste très connectée au monde académique en étant membre de programmes committee de plusieurs conférences académiques et industrielles telles que NullCon, OffensiveCon et beaucoup d'autres conférences. Cela me permet d'avoir une visibilité sur les dernières recherches et tout en contribuant activement à l'évolution du domaine. Et c'est quoi, par curiosité, les nouveautés en ce moment sur la cybersécurité et la recherche? Je pense que tu es au courant, donc tout ce qu'on essaie de faire là, c'est AI to improve security. Et il y a de l'impact pour ce que tu fais sur le fuzzing, des choses que ça automatise ou j'en sais rien, que ça améliore, ouais? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On peut générer des faiseurs automatiquement. On peut identifier automatiquement, par exemple, les fonctions qui sont intéressantes en termes de fuzzing. On peut les identifier automatiquement avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut Ouais, faire dans OK. ce domaine. J'ai vu sur le reverse engineering que ça avait l'air fou, Oui, ça t'aide à comprendre beaucoup plus rapidement du code qui est incompréhensible d'habitude, enfin. exactement.
OK, eh ben, trop chouette et maintenant je voulais embrayer sur, donc Pwn2Own en fait, ce challenge. Donc moi je l'ai découvert un peu par hasard en écoutant des podcasts. Pour moi, ce que Mmh. j'ai compris, c'est que dans la cyber, il y a 2, compétitions qui sont encore plus incroyables que les autres. C'est, celle de Black Hat. Je crois qu'à Black Hat, il y a un concours de, tu sais, je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, chacun doit défendre un petit peu son programme. On a tous le même setup au début, et tu dois, c'est un CTF en fait. Tu dois capturer, enfin, tu Mmh. dois trouver des failles chez Mmh. les autres, et en même temps patcher les failles chez toi. Donc celui-là, c'est un qui est très connu. Et Pwn2Own, c'est un petit peu le même niveau, mais pas le même setup. Tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe? Oui, oui. Alors le Pwn to Own, donc c'est un concours, comme tu disais, très prestigieux, qui a pour objectif d'encourager les chercheurs à identifier et exploiter, des failles comme le ferait un attaquant. Ça peut être dans des systèmes d'exploitation, des logiciels ou même du matériel. Donc les hackers essayent de pénétrer des ordinateurs équipés d'un système d'exploitation et de divers logiciels, un navigateur web, mais il faut que tout soit mis à jour, juste avant, le concours. Le matériel est fourni par, les fabricants, heu, dans parce que leur objectif, en fait, c'est de mettre à l'épreuve leurs produits. Et comme je disais, donc, ces fabricants, ça peut être des fabricants d'ordinateurs, de téléphones ou même des voitures. On a vu récemment qu'il y avait Tesla, dans le Panthéon. Et pour encourager les hackers à participer, bah, ils offrent des récompenses, attractives, mais qui varient en fonction de la gravité de l'impact de la faille, détectée. Hem et justement, avant de rejoindre Apple, j'ai travaillé dans cette start-up, nommée Vupen, qui était spécialisée dans la recherche et l'exploitation de vulnérabilités. Et notre équipe a remporté le Pwn to Own, 3 années, consécutives entre C'est vrai? 2012 et 2015. Et à chaque fois, c'était grâce à des exploits, Sandbox Escape qui étaient sur Chrome et Edge. Ce type d'exploits sont encore utilisés aujourd'hui, pour compromettre les navigateurs. Donc j'ai regardé, pour les Pwn to Own récents, c'est ce type de bug, enfin ce type d'exploit qui est toujours, utilisé. Je vais en parler un peu plus, de ce type de faille, plus tard lorsqu'on OK, évoquera bah, le sujet des ça navigateurs. m'intéresse le Sandbox, Escape, et cetera, ouais. Ouais, Trop bien. Donc vous avez gagné ça 3 fois, donc ça veut dire 3 3 fois. fois pour bien é Bah, toutes les fois où on a participé, en fait. c'est vrai? C'est pas mal comme ratio, ouais, 100%. Trop bien. Et est-ce que pour bien comprendre, en fait, tu l'as dit, hein, mais j'insiste, c'est en fait, tu arrives avec, en gros, si je prends l'exemple d'un ordi, tu prends un ordi, Mmh. complètement, patché, c'est-à-dire qu'il y a aucune vulnérabilité connue dessus. Personne connaît de vulnérabilité dessus. Il est, au milieu de la pièce, et toi, tu as le droit de le manipuler, on te le donne, ou enfin, comment ça se passe? Surtout, tu dois trouver un moyen de prendre le contrôle de cet ordinateur, alors qu'il y a Oui. une faille qui est connue. En général, la préparation se fait à l'avance, donc on essaie de trouver les bugs à l'avance sur les derniers, sur les navigateurs qui sont complètement mis à jour, on essaie de trouver les failles à l'avance, les exploiter à l'avance, et en allant, là-bas au concours, on essaie, d'appliquer les mêmes méthodes et en espérant que ça marche. Ah oui, parce que j'avais cru entendre des trucs comme ça, que potentiellement ils peuvent patcher un truc que tu as trouvé s'ils le trouvent. Exactement, oui. Et donc tu peux arriver, ton exploit il marche plus, ouais, incroyable. Oui. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est hyper impressionnant parce que les démos, c'est, tu quelqu'un qui est un hacker qui est sur son ordi à côté, et tout d'un coup, tu vois la machine au milieu où il y a, je sais pas, j'avais vu un exemple où c'est la calculatrice qui s'ouvre, tu vois? Tu dis: Oui. «Pourquoi, quoi?» C'est ça, c'est parce que du coup, souvent, c'est pas un seul exploit, c'est plusieurs exploits qui te permettent. C'est une chaîne, oui, c'est ce qu'on appelle une chaîne. Donc, c'est plusieurs vulnérabilités, qui sont exploitées, justement dans l'ordre dans l'objectif de, de pouvoir exécuter, du code, arbitraire. OK, voilà, OK, et du coup, Et on utilise souvent la calculatrice pour montrer qu'on arrive à faire ce qu'on veut. ah ouais, c'est l'exemple un peu, Oh, pourquoi c'est cet exemple-là? C'est historique, c'est oui, c'est historique, oui, c'est juste pour montrer qu'on arrive à faire ce qu'on veut, OK, et bah, maintenant allons-y peut-être sur le, donc tu m'as dit que souvent, en fait, c'était quand même des exploits par le navigateur. C'est Oui. souvent ça, où il y a, parce que là, j'imagine la Tesla, ça a dû être autre chose. Mais qu'est-ce que tu peux me dire du coup sur les navigateurs? J'ai ma question un petit peu pour rigoler, c'est: quel est le navigateur le plus safe aujourd'hui?
Alors, le plus safe, je pourrais pas me prononcer compte tenu mon poste actuel, mais mais les failles qu'on trouve le plus souvent dans les navigateurs, c'est des failles, c'est des vulnérabilités de type use after free. Donc les use after free résultent d'une mauvaise gestion de la mémoire dynamique, où un programme tente d'accéder à une zone mémoire via un pointeur qui a déjà été libéré. Et ce comportement peut conduire à des corruptions de mémoire. Et ce type de faille est particulièrement critique car il peut être exploité pour réaliser une exécution de code à distance, ce qu'on appelle remote code execution. Ça permet ainsi à un attaquant de prendre le contrôle d'un processus ciblé. C'est ce qu'on disait par rapport au point-to-earn. Et donc les use after free, ils sont régulièrement découverts et activement exploités dans les navigateurs modernes tels que Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Et ceci, c'est dû à la complexité de la gestion mémoire et de la surface d'attaque qui est importante liée à l'exécution de code non fiables comme JavaScript ou WebAssembly, par exemple. Ok, c'est principalement ça, c'est souvent dans le moteur JavaScript en fait. Oui, oui. Et on peut pas utiliser de navigateur sans JavaScript. C'est difficile aujourd'hui, non, c'est clair. Et la différence, peut-être, je voulais te demander, pardon, entre use after free, moi je connais les buffer overflow. Donc les buffer overflow, c'est tu viens écrire dans de la mémoire qui est pas allouée normalement et tu vas finir par écraser ce qu'on appelle, je dis pas de bêtises, mais le pointeur d'exécution. Enfin, en gros, tu vas réussir à rediriger le flow d'exécution parce que tu peux écrire trop loin dans la mémoire. Le buffer overflow, c'est peut-être le bug le plus emblématique qui existe et il est extrêmement dangereux puisqu'il peut permettre à un attaquant de prendre le contrôle du programme et parfois de la machine en entier. C'est un bug de gestion de la mémoire et je vais essayer de vous expliquer comment il fonctionne. Le premier point, c'est la gestion de la mémoire. Si vous avez codé que dans des langages haut niveau comme JavaScript, Python ou Ruby, ça ne vous parle pas forcément. Mais si vous codez en C, vous allez vous apercevoir qu'en C, on doit nous-mêmes gérer la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez une variable, par exemple une chaîne de caractères que vous voulez utiliser, il faut que vous disiez au programme « j'ai besoin de tant de mémoire pour cette chaîne de caractères ». On va prendre un exemple concret. Imaginons qu'on va coder un programme qui demande à l'utilisateur quel est son podcast préféré. Donc évidemment, comme moi, vous allez vous dire, bon, forcément il va répondre tronche de tech avec les espaces, ça fait 15 caractères. Donc pour stocker cette réponse, je vais créer un tableau de caractères qui accepte jusqu'à 15 caractères. Bon, si par hasard, on a quelqu'un qui préfère écouter if this then that, ça marche, je crois que j'ai compté, ça fait aussi 15 caractères. Par contre, si c'est quelqu'un qui préfère écouter artisan développeur, là, ça fait 18 caractères et on a un problème, puisqu'en fait, cette chaîne de caractères qu'on va stocker dans notre petit tableau qui n'accepte que 15 caractères, ça va dépasser. C'est exactement ça, le buffer overflow, c'est on a l'espace mémoire pour 15 caractères, on en écrit 18, et ce qui va se passer en C, c'est que le programme va écrire au-delà du buffer qui lui est alloué. Alors maintenant, ok, fair enough, buffer overflow, pourquoi parfois c'est grave ? Pour comprendre ça, il faut revenir au fonctionnement de l'ordinateur. Et pour ça, je vais utiliser une métaphore célèbre qui s'appelle la métaphore du cahier. Bon, je déconne, il n'y a pas de métaphore célèbre du cahier, c'est juste en discutant de ça avec ma femme, elle m'a suggéré cette idée que je trouvais hyper claire et donc je vais la réutiliser pour vous expliquer. Quand vous lancez un programme, en cliquant 2 fois sur l'icône associée, si on se dit que la mémoire c'est un cahier, ce que va faire votre ordinateur, c'est écrire dedans le code du programme. Ensuite, il va l'exécuter. Et donc pour l'exécuter, c'est très simple, c'est comme nous, il lit la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Et là où c'est un peu différent de nous, c'est que nous, on lit les lignes les unes après les autres. Là où lui, il y a certaines instructions, certaines lignes du cahier qui changent le flux d'exécution du programme, qui lui disent « Ah, bah à partir de là, tu vas aller page 15, ligne 4, et tu vas continuer l'exécution à partir de là. » Il y a aussi un autre type d'instruction qui lui dit « Bon, bah là, tu vas revenir là où tu étais avant. Donc, tu étais à la page 2, ligne 4, tu es venu page 15, ligne 3. Une fois que tu as fini d'exécuter ces 5 instructions, reviens à la page précédente. » Ce que je viens de vous décrire, c'est exactement ce qui se passe à plus bas niveau quand vous faites un appel de fonction. Vous avez une fonction Toto dans votre code. Cette fonction Toto, une fois chargée en mémoire, elle est page 4. Vous dites appeler la fonction Toto. Votre ordinateur, il va aller exécuter ce qui se passe en page 4, la fonction Toto. Quand il a fini, il faut qu'il revienne à la page précédente pour reprendre l'exécution normale du programme. C'est ce qu'on appelle une adresse de retour. Et donc, votre ordinateur, à tout moment, il va stocker dans un petit bout de mémoire à lui qui s'appelle le registre, donc c'est un petit bout du processeur. Dans ce registre, il va stocker la prochaine instruction exécutée, la prochaine ligne
qu'il doit lire pour continuer l'exécution du programme. Pourquoi je vous raconte tout ça et quel rapport avec le buffer overflow? En plus du code de votre programme, dans ce cahier, il y a une zone mémoire, une page spéciale qui s'appelle la stack. Donc vous avez des pages avec le code et des pages avec la stack. La stack, elle va servir à quoi? À stocker de la mémoire dynamique. Donc on pouvait prendre l'exemple tout à l'heure de notre chaîne de caractères, mon podcast préféré, elle va être allouée dans cet espace une fois que l'utilisateur l'a tapé. La stack, elle a ça de particulier que, comme son nom l'indique, c'est une pile. Donc c'est une zone de mémoire assez simple, assez prévisible, où on empile les choses les unes sur les autres et quand on a besoin, on les dépile. Donc on ne peut pas aller chercher n'importe quoi dans la mémoire, on est obligé de prendre les derniers éléments. Et c'est justement utilisé pour ce que je vous décrivais tout à l'heure, qui est le flow d'exécution. Donc, quand vous appelez une fonction, ce que va faire le programme, c'est qu'il va prendre les paramètres de cette fonction, les empiler sur la stack, donc les écrire dans la mémoire sur cette page, puis à la fin, il va écrire l'adresse où il en était, l'adresse de retour. Et donc, quand il saute à la page 15, la première chose qu'il fait, c'est récupérer les fameux paramètres de la fonction. S'il avait une fonction avec un paramètre mon podcast préféré, par exemple, il va récupérer cette chaîne de caractères et il va l'utiliser dans la suite du code. Comme je vous ai dit, juste après, il a stocké l'endroit de la mémoire où il doit revenir, où il doit reprendre son exécution plus tard. Et c'est là que vous allez comprendre la puissance du buffer overflow, puisque je stocke juste à côté ma chaîne de caractères tronche de teck et l'adresse de retour. Si j'écris une adresse de retour à moi, je peux contrôler le flow d'exécution du programme. Je peux prendre le contrôle du programme. Donc, mettons que j'écris tronche de teck et juste après, j'écris une adresse mémoire qui correspond à l'endroit où je veux aller. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, quand votre programme va finir d'exécuter la fonction qu'il était en train d'exécuter, il va récupérer cette adresse et au lieu de revenir à la page initiale, ça va aller où vous voulez en mémoire. Et donc, c'est là que l'attaquant a réussi à prendre le contrôle du flux d'exécution de programme. Là où c'est encore plus fort, c'est que à la place de tronche de teck, il peut aussi écrire du code en langage machine. Et donc, ce qui est très fort, c'est quand il redirige le flux du programme en exécutant son propre code qui était stocké juste à côté. Et donc là, on peut faire potentiellement des trucs de fou. Ce que je viens de vous décrire, c'est les stack buffer overflow, donc des buffer overflow sur la stack. Dans votre cahier, il y a d'autres pages qu'on appelle le heap. C'est une autre zone mémoire, aussi utilisée pour de la mémoire qui est allouée par le programme dynamiquement pendant son exécution, mais d'une façon un petit peu différente. Cette zone mémoire, elle est beaucoup plus flexible que la stack, parce que vous pouvez y mettre des choses dedans que vous pouvez récupérer un peu à l'envie. Il n'y a plus ce problème de last in, first out, comme vous aviez sur la stack, où vous récupériez que les dernières choses que vous avez mises dans la stack. On peut évidemment faire aussi un buffer overflow sur le heap. Il s'avère que si notre chaîne de caractères tronche de teck, elle était juste stockée dans le heap, et que de nouveau, il y a quelqu'un qui a écrit artisan développeur à la place, bon, ça dépasse, ça fait un buffer overflow. Par contre, le problème, c'est que comme le heap, c'est une zone bien plus complexe, on ne sait pas forcément ce qu'on écrase. C'est plus difficile de contrôler une adresse et de prendre le contrôle de la machine. Pour autant, c'est pas impossible, il y a des techniques qui permettent de le faire. Je vais essayer de vous décrire l'exemple d'un autre bug qui arrive dans le heap, qui s'appelle le use after free. Le use after free, comme son nom l'indique, c'est on utilise quelque chose après l'avoir libéré. Libéré au sens de la mémoire. Donc j'en ai pas encore parlé, mais quand vous gérez la mémoire dans votre programme en C, il y a deux fonctions très importantes. Il y a malloc qui dit « alloue-moi de la mémoire » et free qui dit « libère cet espace mémoire, j'en ai plus besoin ». Mettons que notre chaîne de caractères, vous venez d'allouer de la mémoire et puis vous en avez plus besoin là de votre podcast préféré, vous en foutez maintenant. De toute façon, il a dit artisan développeur, on n'est pas content, donc on libère la mémoire, on n'en a plus besoin. Bon, et bien il s'avère que vous libérez la mémoire et puis dans votre code un peu plus tard, vous réutilisez cette variable. C'est ça qu'on appelle le use after free. Le problème, c'est que, potentiellement, puisque le gestionnaire de la mémoire, votre système d'exploitation, pense que cette mémoire est disponible et que vous ne l'utilisez plus, il est très probable qu'il la réalloue plus tard. Et donc, s'il la réalloue plus tard avec d'autres opérations, quand vous allez la réutiliser, au lieu de pointer vers votre chaîne de caractères initiale, vous allez pointer vers autre chose qui potentiellement n'a rien à voir. Et donc, en fonction de ce que fait votre code avec cette chaîne de caractères qui avait été libérée, à nouveau, potentiellement, vous pouvez reprendre le contrôle du programme. Je vais essayer de ne pas perdre tout le monde, mais je vais quand même essayer de vous expliquer un exemple plus concret de use after free. Par exemple, on imagine que pour notre histoire de podcast préféré, c'est pas juste une chaîne de caractères, c'est un objet podcast qui a une méthode préférée. Okay ? Donc, quand vous voulez savoir le podcast préféré, en fait, vous appelez une fonction. Et donc, imaginons que vous avez alloué cet objet, donc vous avez fait un malloc pour dire, voilà, je veux créer un objet de type podcast, je remplis la chaîne de caractères à l'intérieur de cet objet, tout va bien. J'en ai plus besoin parce qu'il a dit artisan développeur, ça m'a énervé, donc je le libère. Et puis plus tard dans mon code, j'ai pas fait gaffe, je
réessaye de savoir quel est le podcast préféré de la personne. Finalement, ça, c'est un appel de fonction. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, un appel de fonction, c'est une instruction, une ligne dans votre cahier qui pointe vers un autre endroit du cahier, et donc c'est un changement du flux d'exécution. Si là, moi, en tant qu'attaquant, vu que la mémoire est libérée, j'arrive à réécrire dans le heap jusqu'à que cette adresse mémoire, ça soit plus l'ancienne adresse qui, de toute façon, peut être écrasée puisque j'ai dit à mon système d'exploitation, j'en ai plus besoin, et bien tout d'un coup, quand je vais appeler mon podcast préféré, ça va pas du tout aller sur la fonction podcast préféré, ça va aller là où moi je l'ai mis. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. Un dernier point qui est intéressant, je pense, à mentionner, c'est la technique du heap spraying. Le problème avec le heap, c'est que c'est une structure plus complexe et moins prévisible que la stack. Donc quand moi, en tant qu'attaquant, j'essaye de rediriger le flux d'exécution vers du code que je contrôle et que j'ai écrit et qui me permettra de prendre le contrôle du programme, j'ai parfois du mal à savoir exactement où le bout de code que j'ai injecté finit en mémoire. Et donc, quand j'essaie de rediriger le flux d'exécution, je ne sais pas quelle adresse mettre. Donc la technique du heap spraying, qui est hyper intéressante dans ce cas-là, elle consiste en deux choses. C'est déjà dupliquer notre code plein de fois et le préfixer avec des instructions qui font rien. Donc mettons que vous avez votre code qui fait 10 instructions, et puis vous mettez 5000 instructions de instructions qui font rien. Les instructions qui font rien, elles disent au processeur ne fais rien, mais avance à l'instruction suivante. Et donc, si le processeur commence à exécuter une de ces instructions, il va continuer jusqu'à arriver au code qui vous intéresse, qui est le code qui vous permet de reprendre le contrôle de la machine. Donc, vous faites ces gros blocs de code et vous les dispatchez un peu partout dans la mémoire, ce qui fait que la mémoire va se retrouver noyée dans vos bouts de code. Et donc vous, quand vous allez mettre une adresse de redirection, vous pouvez mettre une adresse quasiment au hasard et il y a une forte probabilité pour que ça tombe à un endroit où il y a votre code et que vous réussissiez à reprendre le contrôle de l'ordinateur. Voilà, j'espère que vous avez réussi à me suivre avec la super métaphore du cahier. Parlez-en autour de vous. Au passage, j'ai rien contre Artisan Développeur. Artisan Développeur, c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai reçu Benoît dans un épisode ici. Et vous savez quoi, il a repris son podcast depuis. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter. En attendant, on finit l'épisode de Tranche de Tech. C'est à peu près ça. Oui, alors les deux, c'est des vulnérabilités de type corruption de mémoire, Ouais. où il y a un problème de gestion de la mémoire. Et par contre, les use after free sont beaucoup plus difficiles à exploiter, mais c'est les vulnérabilités qu'on trouve le plus souvent dans les navigateurs. Oui. Ok. Et pourquoi c'est Et, beaucoup plus dur à exploiter? alors, ça, je pense qu'on va couper parce que il faut utiliser un. Parce qu'en fait, tout bouge avec le use after free. Il y a beaucoup de choses qui bougent et il faut qu'on ait le contrôle sur plein de choses qui sont constamment en train de bouger. Alors que le buffer overflow, en général, on a juste une adresse EIP. C'est l'adresse de la prochaine instruction qu'on essaie de manipuler. Et tout le reste, c'est assez stable en fait. Donc le use after free, ton objectif, c'est que l'endroit où tu as écrit, ils viennent se mettre à un moment dans EIP en fait, c'est ça, mais c'est pas facile de contrôler comment ça se passe. Oui. Alors que le buffer overflow, t'écris direct sur EIP si t'as... Exactement, oui. Ok, je comprends. Non, c'est hyper intéressant en vrai, c'est trop cool. Et je disais tout à l'heure, je parlais de la sandbox aussi. Donc on parle souvent de sandbox escape dans le contexte des navigateurs web. Donc c'est une technique utilisée par un attaquant pour sortir d'un environnement sécurisé, appelé sandbox, et exécuter du code malveillant directement sur les systèmes web. Alors la sandbox agit comme une barrière de sécurité en sortie. Par exemple, on prend l'exemple d'un pare-feu. Le pare-feu limite en général ce qui entre, alors que la sandbox, ça limite ce qu'une application peut avoir ou peut faire vis-à-vis du système. Donc c'est une forme d'isolation contrôlée du code non fiable. Elle enferme le programme dans un périmètre contrôlé ou en l'empêchant d'accéder librement aux fichiers, aux périphériques ou à d'autres processus du système. Et justement, les navigateurs utilisent ce mécanisme pour exécuter du contenu web comme du JavaScript dans un espace confiné. Le but est que lorsqu'il y a des bugs ou de tentatives d'exploitation, les dégâts restent contenus. Mais si un attaquant parvient à s'échapper de cette sandbox, il peut alors interagir directement avec le système d'exploitation et potentiellement en prendre le contrôle. Et du coup,
Au point to own, c'est ça qui se passe souvent. Il y a souvent des sandbox escape. Et du coup, la sandbox, c'est un concept que tu as parce que tu l'as dans les navigateurs, tu l'as sur des plateformes comme iOS, tu l'as partout en fait maintenant. C'est de plus en plus implémenté. Tu l'as dans des applications de messagerie, par exemple. Tu l'as dans des navigateurs. C'est de plus en plus le concept d'isolation est de plus en plus utilisé un peu partout. Mais parce que tu vois, donc pour iOS, ou j'imagine que pour Android, c'est un peu pareil, mais du coup, c'est la plateforme qui met les applications dans une sandbox, alors que quand tu me parles de Google Chrome, c'est Google Chrome qui met son moteur JavaScript dans une sandbox. Donc, c'est le même concept, mais c'est pas forcément tout à fait le même fonctionnement, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le concept, c'est d'isoler les applications afin que si on a accès à l'application, on ne peut pas interagir avec l'extérieur. Et donc le concept de base, c'est celui-là. Après, on essaie de l'appliquer et de l'adapter parce que ça réduit quand même les performances. Donc il y a beaucoup de contraintes et du coup il y a des modifications du concept par-ci et par-là. Parce que oui, tu rajoutes des couches entre ton appli et ce qu'elle veut faire en fait, c'est ça? Oui. Ok. Et alors, je vais te poser encore une question technique, mais ça m'intéresse. En quoi c'est différent de, bon, si je prends une appli qui tourne sur mon ordi, elle a déjà un espace mémoire alloué en théorie, tu vois, un processus. Pourquoi ça suffit pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça en fait dans le sandboxing? Avoir un espace alloué. En fait, l'objectif, c'est pas juste d'avoir un espace. L'objectif, c'est d'avoir cet espace et ne pas pouvoir en sortir. Et c'est ça la différence. Donc oui, toutes les applications, elles ont un espace alloué, mais il faut toujours penser à s'il y a un attaquant ou quelqu'un de malveillant, est-ce que avoir un espace, ça suffit ou est-ce qu'il faut quand même implémenter des mécanismes où on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire sortir de cet espace qui est dédié à cette application. Mais ce que je me demandais, c'est une application lambda qui accède à sa mémoire qui lui est allouée. Est-ce qu'elle peut prendre une référence à de la mémoire qui lui est pas allouée en fait? Tu vois, est-ce qu'elle-même, en fait, dans le code légitime, tu peux dire attends, je vais aller chercher de la mémoire ailleurs normalement. Légitime, oui. On peut faire ça et on est obligé de permettre ça, même s'il y a une sandbox. Mais l'objectif, de la sandbox, c'est d'empêcher d'aller chercher ailleurs si l'application n'en a pas besoin. Ouais, ok. J'en ai beaucoup entendu parler de cette cette sandbox. J'avais essayé de regarder un peu parce que le fonctionnement est technique en fait quand même. Le derrière, il me semblait que c'était. Bref, je vais dire peut-être n'importe quoi encore. Tu me dis si je dis des bêtises, mais j'avais l'impression qu'en fait, il changeait la représentation des entiers, ou en fait de tous les constructs qu'ils avaient dans le moteur JavaScript, et que ça permettait, voilà, j'ai pas bien compris, tu vois, mais j'avais compris un truc pas bon comme ça. Le mot sandbox, c'est un mot qui revient souvent dans le monde de la sécurité et qui honnêtement est un peu flou. Donc j'ai pris le temps un peu de creuser et déjà il faut commencer par un premier point qui est qu'il y a une différence entre les sandbox qu'on va appeler classiques et les sandbox applicatives. Là, avec Sophie, on a plutôt parlé de sandbox applicative. En fait, une sandbox, fondamentalement, c'est en français un bac à sable. On peut plutôt voir ça comme une espèce de boîte de couches intermédiaires. Par exemple, quand vous parlez de machines virtuelles ou quand vous parlez de conteneurs, finalement, ce sont des sandbox. C'est des mécanismes qu'on va utiliser pour rajouter une couche entre votre ordinateur, le vrai système d'exploitation, et le programme. Si quelqu'un veut prendre le contrôle de votre ordinateur à partir d'une faille dans un programme, donc il peut prendre le contrôle peut-être de la machine virtuelle ou du conteneur, mais il faut aussi qu'il trouve une faille dans la machine virtuelle ou dans le conteneur pour pouvoir remonter jusqu'à votre ordinateur. Donc c'est déjà un mécanisme qu'on appelle de sandbox, qui sont d'ailleurs très utilisés pour de l'analyse de virus, de l'analyse de malware, ce genre de choses. Les chercheurs, ils vont mettre ça dans une sandbox pour pouvoir observer le comportement sans corrompre leur machine. Ça, c'est les sandbox classiques. Les sandbox applicatives, c'est quand une application développe elle-même son propre système de sandbox pour rendre plus difficile l'exploitation d'une faille. Par exemple, si on prend Chrome, il va avoir une sandbox qui fait que quand il exécute son moteur JavaScript, ce moteur JavaScript n'a pas tous les droits. Il n'a par exemple pas les droits d'écrire des fichiers. Pour faire ça, en fait, il est obligé de passer par des interfaces en demandant un processus maître qui est le processus de Chrome. Et donc, plein d'applications dans ces sandbox applicatives qui peuvent prendre pas mal de formes. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pourquoi il y a besoin de sandbox applicatives, c'est parce qu'en fait,
il n'y a pas une gestion fine des droits directement dans votre système d'exploitation. Il y a des systèmes d'exploitation qu'on appelle des systèmes d'exploitation à capacité. En anglais, ce sont des Capacity-Based Operating Systems. Eux, ils fonctionnent vraiment différemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez un programme, vous êtes obligé de spécifier exactement les droits qu'il aura. Donc, le moindre programme que vous lancez, vous lui dites, toi, tu as le droit d'écrire des fichiers, toi, tu as le droit d'accéder à tel répertoire et pas à celui-là, etc. Et donc, ces systèmes d'exploitation n'ont plus besoin de sandbox, en fait. Ils ont déjà... Donc, il faut bien comprendre que c'est ça, c'est un problème de droit. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les systèmes d'exploitation classiques, ils ont une façon de gérer les droits qui est assez limitée. Et donc voilà, donc les sandbox, c'est vraiment ça. Donc les sandbox classiques, ces systèmes de machines virtuelles qui rajoutent des couches, et les sandbox applicatifs que chaque application doit développer pour limiter ce que peut faire une partie de son code. Et donc d'un point de vue sécurité, évidemment, donc ça rajoute aussi une couche supplémentaire. Et les chercheurs en sécurité doivent donc trouver un bug qui leur permet d'exploiter le premier processus, puis ensuite un deuxième bug qui permet de s'échapper de la sandbox. On appelle ça des sandbox escape, et même des sandbox escape chain, parce qu'en fait, pour prendre le contrôle de l'ordinateur comme ils pouvaient le faire avant, là, ils sont obligés de faire au moins 2 exploits, donc trouver 2 failles et les exploiter toutes les 2. Donc, forcément, ça rend les choses beaucoup plus difficiles, mais c'est pas pour autant que ils en trouvent pas. En fait, l'image qu'il faut retenir pour la sandbox, c'est un peu comme dans Inception. Le programme a l'impression d'être dans l'univers réel, et en fait, il est dans un sous-univers de l'univers réel. Il est enfermé dans un truc, il a une vision limitée de ce qui se passe. Voilà pour le concept de sandbox. Bon, après, il y a aussi le terme, il est aussi utilisé pour parler d'environnement de test, etc. Mais voilà, là, c'est pas du tout la même chose dont on parle des sandbox dans le cadre de la sécurité. Donc maintenant, tu m'as dit un petit peu que voilà, les navigateurs, tu pouvais pas trop te prononcer, mais il y avait plein de failles. Comment on fait aujourd'hui pour se protéger? Pour se protéger, je pense que l'idéal est d'utiliser une machine virtuelle réinitialisée après chaque session de surf Internet. C'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup de gens qui le font sur leur ordinateur de travail. La virtualisation est considérée comme une vraie barrière de sécurité dans de multiples thread modeling. Il faut toujours mettre à jour son navigateur et son OS. Il faut éviter d'installer des extensions inconnues qui pourraient contenir des exploits. Et il faut surtout utiliser un navigateur avec des mises à jour fréquentes, comme Edge, Chrome et Safari. Et sur le truc de la virtualisation, ce qui se passe avec la virtualisation, en fait, c'est que ça introduit un niveau de plus de protection par rapport à ta machine. C'est ça, il faut aussi escape la sandbox de la machine. Exactement. Exactement. Il faut escape la machine virtuelle. Donc, en fait, on a notre poste de travail, notre ordinateur, et à l'intérieur de l'ordinateur, il y a des machines virtuelles. C'est comme des petits ordinateurs. Et ce qui se passe à l'intérieur de ces petits ordinateurs, en général, ils restent dedans. Donc, ces petites machines virtuelles qui sont à l'intérieur de notre ordinateur n'ont pas en général accès au système hôte, sauf que parfois il y a des vulnérabilités, il y a des exploits qui permettent justement de faire un escape. De la machine virtuelle. Et du coup, d'accéder au système hôte. Ouais, ça c'est bon. Mais bon, après ça rajoute, c'est comme d'habitude. Oui, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, oui. Ok, et maintenant, c'est quoi la faille la plus what the fuck que tu as rencontrée dans ta carrière? Une faille que j'ai trouvée tout au début de ma carrière, qui pouvait provoquer un kernel panique à distance, simplement en envoyant une image malveillante par messagerie. Et ça, c'était impressionnant. Alors, c'est pas impressionnant en termes de sécurité ou d'exploitation, mais c'est quand même impressionnant parce que tu génères des images de ton côté et tu envoies juste des SMS et ça fait paniquer le téléphone du correspondant. Bleu ou carrément il s'éteint, quoi. C'est fou. Non mais des fois c'est. Et question du coup que je voulais te demander qui m'est revenue là, c'est du coup toi tu découvres des failles, tu montres que donc il y a un kernel panique ou un plantage de la machine ou de l'application, mais la partie exploitation, en fait, est-ce que dès que tu fais un plantage, la partie exploitation, elle est pas immédiate, en fait. Est-ce que c'est toujours exploitable quand tu fais planter quelque chose?
Non, c'est pas toujours exploitable, mais on s'intéresse principalement aux vulnérabilités qui sont exploitables. C'est-à-dire qu'on leur donne une plus grande priorité. Euh, Parfois, on ne sait pas. En faisant du fuzzing, on ne sait pas forcément si ça va être des vulnérabilités exploitables ou pas. Mais on essaye de trier les vulnérabilités qu'on trouve et on essaye de les catégoriser et les mettre et leur assigner une priorité, et on donne toujours la priorité aux vulnérabilités qui sont exploitables. Euh, Et toi, tu exploites un peu dans ton métier, ou même où je veux dire, comment tu sais différencier une faille exploitable d'une faille non exploitable, sans peut-être exploiter. Ah, je pense qu'on n'a pas besoin de faire d'écrire des exploits pour savoir si c'est une vulnérabilité exploitable ou pas. Alors moi, j'ai fait de l'exploitation avant un petit peu pour comprendre un peu les concepts. J'arrive à identifier, à voir si on arrive à faire quelque chose avec les vulnérabilités qu'on trouve. Et c'est assez facile pour moi de voir si c'est une vulnérabilité exploitable ou pas. Ok, par expérience en fait, c'est ça. Par expérience, et on a aussi des critères sur lesquels on se base pour déterminer si c'est une vulnérabilité exploitable ou pas. Okay. Et il y a on parlait tout à l'heure de AI. AI peut améliorer considérablement en fait l'analyse d'exploitabilité. On appelle ça l'analyse d'exploitabilité. Ça peut justement servir à catégoriser les vulnérabilités en deux Okay. en deux groupes. Mais c'est grâce à un ensemble de données, parce que je veux dire, toi, tu as donc tu as ton faiseur qui a déclenché un plantage. Du coup, pour analyser si c'est exploitable ou pas, les données que tu as, c'est tous les cas où ça n'a pas planté et tous les cas qui ont fait planter avec le même plantage. En fait, c'est ça tes données concrètement pour te dire c'est exploitable ou pas. Oui, Ouais, ça. c'est ça. C'est ça mes données. J'ai En fait, même pour les vulnérabilités qui sont exploitables, il y a des vulnérabilités qui sont plus intéressantes que d'autres. Par exemple, s'il y a une vulnérabilité qui est exploitable, où on peut ce qu'on appelle le write primitive, donc c'est des vulnérabilités où on sait qu'on peut potentiellement écrire du code. Ça, c'est plus intéressant que par exemple des vulnérabilités où on peut uniquement lire du code. Ça peut nous aider bien sûr pour avoir des memory leaks, mais c'est pas c'est pas des memory leaks. J'ai oublié le nom. Des data leaks ou des. Ouais, des data leaks en fait pour avoir des info leaks. Pour avoir des informations sur ce qui se passe dans le code. Mais oui, on a des vulnérabilités, même les vulnérabilités exploitables, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Ouais, ok, j'imagine. Bah oui, forcément. Et maintenant, c'est une question sur ta carrière. Si je te demande le pire souvenir professionnel, est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit? Euh... Oui. Alors j'ai eu une offre de travail qui a été annulée car ils avaient réalisé un peu en retard que je travaillais dans la sécurité offensive auparavant. Cela était pourtant bien indiqué sur mon CV et pendant les entretiens, mais je pense qu'ils ont eu un peu peur quand ils ont réalisé que je travaillais dans la sécurité Ah ouais? offensive Mais auparavant. parce que c'était pas un poste de sécurité offensive, du coup, c'était un poste de sécurité autre. Et Oui, c'est un poste de sécurité offensive aussi, mais il y a une différence entre travailler dans la sécurité offensive pour une entreprise qui fait de la recherche et de l'exploitation de vulnérabilités, une entreprise qui vend des exploits, et une entreprise qui veut faire de la sécurité uniquement pour identifier, détecter les vulnérabilités en interne et les fixer. Donc il y a ok, une donc différence. c'était parce que tu faisais la cybersécurité offensive avec la vente d'exploits. Oui, C'était ça qu'on te reprochait. Et du oui. coup, tu penses que ça faisait peur en fait? Les gens se disaient, attends, ouais. C'est un truc, Oui, je pense que c'est ça. parce que enfin, je comprends. Bon, je comprends pas
vraiment parce que bon, voilà, je sais pas, je suis peut-être un peu sensibilisé sur le domaine, mais est-ce que c'est un truc fréquent en fait que les gens qui font de la sécurité offensive soient que les gens s'en méfient? Fréquent, peut-être pas, parce que je pense que ces gens-là qui ont travaillé dans la sécurité offensive, ils ont quand même, heu, une grande connaissance sur, ce qui se passe dans le domaine, des exploits et cetera, et cette connaissance peut être utilisée pour, les entreprises qui font pas d'exploits justement, qui veulent juste sécuriser leur système. Ça peut être utilisé, cette connaissance peut être utilisée justement pour, mieux sécuriser leur système. Parce qu'il y a un mindset, d'attaquant, et ça, c'est très utile. Ouais, Donc je dirais pas que c'est fréquent, mais il y a quand même des ouais. des entreprises ou ou des personnes Et qui ont peur. tu vois, sur cet exemple, je vais donner un exemple. Moi, j'ai fait avec mon équipe là un petit atelier où on a appris à exploiter des failles dans le browser, en fait, des failles sur Mmh mh. tu vois. Et c'est vrai que ils connaissaient, tu vois, les failles un peu classiques, les XSS, etc. Mais tu les connais, tu sais ce qu'il faut pas faire à peu près parce qu'on t'a appris. Mais c'est beaucoup plus marquant de les exploiter. C'est beaucoup plus marquant de voir ce qu'il est possible de faire. Et je trouve que du coup, c'est quand même pédagogiquement quelque chose d'assez fort d'avoir vu au moins et d'avoir essayé au moins une fois d'exploiter. Parce qu'en plus, tu comprends mieux les protections qui sont mises en place, tu comprends mieux le fonctionnement. Donc en vrai, je pense que même tous les développeurs, ils devraient faire un tout petit peu de sécurité offensive pour voir un petit peu ce qui est possible de faire. Je suis d'accord à 100%, et c'est ça que je fais. En fait, j'essaie aussi de donner des trainings, aux développeurs pour qu'ils comprennent les concepts, de base de la sécurité et de l'exploitation. Ça leur permet d'avoir ce mindset, comme je disais, d'un attaquant, et de voir en fait, quelles sont les choses, qu'on peut faire lorsqu'on développe, qui peuvent être intéressantes, du point de vue d'un attaquant. Et du coup, on peut les éviter, ou essayer de Ouais. ne pas introduire de bugs. Ouais, non, mais trop bien. Mais je trouve ça vraiment Mmh. très cool parce que déjà, je pense que les développeurs, ils s'amusent en vrai quand ils font ça, tu vois, ils découvrent un domaine qui est cool Oui. et en plus, tu réalises des fois, la sévérité des failles, en fait, hein, parce que voilà, quand on t'apprend Mmh. à afficher, tu sais, la petite pop-up JavaScript qui dit alerte, OK, tu te dis: «Bah, c'est nul ce truc». Par contre, quand on t'apprend à, bah, voler la session de quelqu'un ou je sais pas, changer l'email et enfin voilà, faire des choses vraiment, qui peuvent faire des dégâts, tu te rends compte de la gravité de ce que tu peux introduire comme faille. Ouais, je suis d'accord à 100%. Est-ce que, si je te demandais une opinion tranchée sur un sujet, qu'est-ce que tu me dirais? Mmh, il y a quelque chose sur laquelle, j'ai une opinion, tranchée, c'est que nous ne pourrons jamais empêcher les attaquants trouvés d'exploiter des vulnérabilités de sécurité. Nous pourrons bien sûr rendre le processus plus compliqué et pénible, mais il y aura toujours une solution. Ouais. Ouais, enfin, ouais. Oui, oui, déjà, il y a peut-être le fait qu'il y ait des humains dans les systèmes et que les humains, ils font partie de la chaîne de sécurité, quoi. Exactement. Alors, là-dessus, sur ce sujet-là, moi, j'ai vu pas mal passer des gens qui parlent tu sais, de Rust, en fait. Qui disent, Mmh. bah, en fait, il y a plein de systèmes qu'il faut passer de C ou C++ à Rust parce qu'il y a une meilleure gestion de la mémoire et qui dit ça va enlever un certain nombre de failles. Tu penses quoi de ça, toi? Je pense que Rust représente vraiment une avancée significative en matière de sécurité mémoire. Il empêche à la compilation les erreurs mémoire courantes, comme les accès à des pointeurs invalides. Il élimine plusieurs classes de bugs courants qu'on voit en C et C++, tels que les buffer overflow, les use after free et d'autres erreurs de gestion mémoire. Mais je pense aussi que Rust ne permet pas d'éliminer les failles qui ne sont pas liées à la gestion mémoire, telles que les vulnérabilités logiques, par exemple. Mmh. Je pense que il faut l'application de bonnes pratiques de développement, sécurisées, reste essentielle pour, prévenir l'ensemble des classes de vulnérabilité. Alors si on peut développer en Rust, c'est quand même, top, car on peut éliminer quand même une grande partie des vulnérabilités. Mais il faut, toujours, appliquer, les bonnes pratiques de développement. Ouais. Parce que Sécurisé. ce que tu dis, donc tu disais tout à l'heure le navigateur, le sandbox escape, c'était souvent des use after free, donc ça, Rust, a priori, Ouais. le réglerait. Mais ce dont tu parles, les bugs logiques aujourd'hui,
j'essaie d'imaginer en fait, un bug logique, il peut aussi venir corrompre la mémoire. En fait, il peut quand même faire des choses comme ça? Oui, mais pas OK. forcément. Pas forcément. On a des, race conditions, des choses comme ça où il Ah faut ouais. qu'il y ait plusieurs conditions, qui soient réalisées, pour que ça marche et dans ce cas-là, Rust, Ouais. ne peut rien faire. Ouais, OK. Là, le plus gros enjeu, c'est surtout d'avoir, un langage qui est compréhensible par l'humain pour que l'humain, il galère pas trop enfin voilà, qu'il fasse pas des trucs trop compliqués dans son code et introduise pas des bugs, logiques justement, ouais. Voilà, oui. OK. Intéressant. Est-ce que je peux te demander ce que c'est ton livre préféré? Oui, je pense que toutes les personnes qui ont travaillé en sécurité vont peut-être dire la même chose. The Shell Coder's Handbook, c'est un livre technique qui se concentre sur l'art du reverse engineering et de l'exploitation des vulnérabilités de sécurité. Il est principalement destiné aux experts, donc OK. Il est pas c'est facile d'accès, ouais. et il n'est pas facile d'accès, mais il est vraiment utile pour comprendre comment fonctionne l'exploitation de vulnérabilités à bon niveau, Ouais. et ainsi que les techniques utilisées par, les attaquants pour contourner, la sécurité d'un système. Donc c'est vraiment une ressource incontournable pour ceux qui veulent comprendre, les bases de l'exploitation, notamment dans le but de renforcer la sécurité. Donc je disais, c'est très technique, et ça suppose que le lecteur ait déjà une certaine familiarité avec, la programmation et la sécurité en général. OK. Mais c'est très intéressant, que ça soit pour les développeurs ou pour les personnes qui souhaitent écrire des exploits. OK. Parce que ce qu'on appelle un shell code, c'est un code d'exploit, c'est ça? Oui, Ouais, c'est oui, ça donc. OK, OK. Donc c'est un livre, en plus qui doit être très orienté, cybersécurité offensive en fait, qui doit te montrer oui, comment tu c'est peux faire ça, ça. c'est OK. ça. Bon écoute, trop cool, je me le rajoute dans ma liste, de trucs à lire. Bon Sophie, on arrive un peu sur la fin, on a fait plein de trucs, c'est trop cool. Est-ce que, il y a une chose qui t'énerve particulièrement? J'apprécie énormément la positivité américaine. OK. Ça Je fait pense 10 ans que tu es aux US maintenant, c'est ça? Oui, 15 ans? ça Ouais. fait 10 ans que je suis, en Californie, OK. et je trouve que c'est vraiment très différent de ce que j'avais vécu avant. OK. Le côté plus positif et plus, regarder vers l'avant et tout, ouais, je vois ce que Oui, tu veux dire, ouais. Ouais, bon, non, je comprends et en fait, c'est vrai que il y a clairement je pense une différence de mentalité et nous, je pense qu'on voit souvent les trucs qui vont pas bien, j'ai l'impression et je pense qu'en tout cas, on devrait peut-être pas tout faire comme les Américains, mais s'il y a un truc dont on peut s'inspirer, oui, peut-être c'est celui-là, quoi. Ouais. je suis d'accord. Mmh. Et je le vois, non, je dérive un peu, mais je le vois aussi même tu sais, même la façon dont tu encourages, les enfants, tu vois? C'est vrai que, bah, Exactement. on est beaucoup en train de dire: «Attention, fais attention, là, Ouais. ça, c'est une bêtise et tout» et je pense que c'est un des trucs qui fait qu'après on est peut-être plus prudent, qu'on teste moins de choses et qu'on se freine un petit peu, ouais. Oui. Mais je suis tout à fait d'accord, c'est même, ici, heu, c'est un concept complètement différent, les gens ne se concentrent pas sur les erreurs, Ouais, sur ce qui se passe mal. Ils se concentrent beaucoup sur, ce qui est bien, ce qui marche, ouais, sur, le futur, donc c'est vraiment une approche très, très positive. OK. Ouais, bah, c'est cool. C'est vrai, on va essayer de transmettre ça. Et du coup, Sophia, à part, hacker des systèmes là, tu fais quoi toi, sinon dans la vie? Alors je fais beaucoup de choses. Depuis quelques années, je suis, la vice-présidente d'une organisation nommée, Women in Cybersecurity. C'est une organisation à but non lucratif, qui vise à encourager et soutenir la participation des femmes dans le domaine, OK. de la cybersécurité, parce que c'est un domaine qui reste largement dominé par les hommes. Mmh. Et d'ailleurs selon, une étude, menée par Accenture, 50% des femmes, travaillant dans le secteur technologique quittent leur emploi à l'âge de 35 ans. Ouais. Dans le domaine de la cybersécurité, cette tendance est encore plus marquée. Ouais. On le voit clairement en entreprise, il y a beaucoup, beaucoup moins de femmes, dans les organisations cybersécurité que dans les autres, organisations. Et je pense que les raisons principales de ce phénomène incluent la culture d'entreprise, non inclusive et Mmh. la sous-représentation des femmes dans les postes clés.
Et justement, notre organisation a pour objectif de promouvoir la diversité, soutenir les carrières des femmes. On fait ça, on propose des ressources, des opportunités, des conférences, des ateliers, et même des bourses pour aider les Ah ouais, femmes à se ok. développer, à progresser dans leur carrière. On organise également des événements de networking pour créer justement un espace où les femmes peuvent se connecter, partager leurs expériences, s'entraider, etc. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est ça m'apporte une satisfaction personnelle, Hmm. car c'est très important pour moi de pouvoir aider les autres et avoir un impact positif Ouais, et puis sur t'es une rôle modèle, quoi. C'est cool. merci, merci. Et Et sinon ouais? non, je demandais si j'ai demandé toi ton expérience personnelle, c'est que du coup tu es dans un milieu très masculin. Ça t'a pas freiné en fait dans ton voyage dans la cybersécurité? Heu Non, je pense que non. Je pense que j'arrive, à peu près à m'en sortir dans ce domaine, Ouais. malgré le fait que ce soit un domaine, très Mmh. masculin. Pendant des années, j'ai été, la seule femme dans mon équipe, Ouais. pendant une dizaine d'années. Ça ne m'a pas dérangée plus que ça, mais je trouve quand même que, en général, il y a moins de femmes et en général, les femmes, n'arrivent pas à progresser autant que les hommes dans ce domaine. OK. Et ça, il y a des faits, et il y a des statistiques pour le prouver, en fait. Mmh. OK. Bon écoute, bah, bel engagement. Je souhaite Merci. qu'il y ait plus de femmes dans la cyber effectivement comme tu le dis, c'est encore pire que dans le reste de la tech donc Mmh. Et à part ça, bah, tu demandais, ce que je faisais ouais. à part hacker. Je suis aussi, une passionnée de voyage, donc j'ai visité 63 pays dans 5 continents. Je me sens, chez moi un peu, n'importe où dans le monde. OK. OK. Et en fait, je fais, pas mal de choses en dehors du travail parce que le domaine de la sécurité est très compétitif. Mmh. Il est important d'avoir des passions pour l'équilibre mental et la créativité, Ouais. ce qui a aussi de l'impact sur, la performance professionnelle. Je pense que c'est très, très important pour éviter, les burn-out, les choses comme ça, de faire des choses, à côté, d'avoir des passions, des hobbies. Ouais, ne serait-ce que pour, que ton cerveau se repose aussi un peu des fois. Parce que, Exactement. ouais. Mmh. Entre les je pense que tu as la charge cognitive, tu as aussi la fatigue, tu as le stress et tout, ça reste, c'est le travail, tout ça, mais effectivement, et puis je pense que tu es meilleur quand tu sais, quand tu changes un peu de perspective de temps en temps, souvent quand on est focus sur un seul truc, et bah, au bout d'un moment, on n'a plus le recul nécessaire pour être performant ou pour bien réussir ou pour arriver à résoudre des problèmes donc c'est Exactement. Alors parfois, on n'arrive pas, à faire quelque chose, mmh, au travail, et je sors, je vais faire, alors je l'ai pas dit, mais je fais de la danse pratiquement tous les jours après le OK. travail. J'ai même obtenu une certification pour enseigner de la danse, et je fais ça et je me repose et le lendemain, dès que j'arrive au boulot le matin, j'ai la solution. Il faut vraiment, ouais, c'est un domaine, hem, très, très, très difficile, et je pense que, avoir des choses comme ça pour changer d'air, elle nous aide Ça beaucoup, fait du dans le bien, ouais. travail aussi. OK, bah, je te rejoins 100 là-dessus. Super. Eh ben, trop cool. Merci pour tout ça. J'ai appris plein de trucs. J'ai un nouveau bouquin à lire, ça va être cool. Est-ce est-ce que je peux te laisser le mot de la fin, Sophia? Oui, je dirais que la cyber est un monde passionnant, où il y a beaucoup d'opportunités et j'encourage vraiment les jeunes à rentrer dans ce domaine-là, en particulier les jeunes femmes. Je sais que c'est très dur au début, j'en suis consciente, mais je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes à faire, surtout aujourd'hui avec, l'AI, tout ce qu'on peut faire avec, l'intelligence artificielle pour la sécurité. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités dans ce domaine. OK. Ah bah, écoute, trop cool. Merci pour ton temps. Merci de t'être levé aussitôt. Merci à toi pour l'invitation. Bah, non, un grand plaisir et puis je te dis à bientôt, Sophia. À bientôt, merci. Le métier de Sophia, c'est donc de trouver des failles avant qu'elles finissent dans la nature. Aux grandes dames de ce qu'on appelle les bug hunters. Ces chasseurs de primes de la sécurité qui, eux, scannent les plus grandes boîtes de la planète à la recherche de failles qu'ils pourraient exploiter. Il y a quelques mois, j'ai reçu un Français de 22 ans qui a déjà piraté Google, GitHub et Epic Games.
Dans cet épisode, il m'avait confié quelques-uns de ses secrets, notamment comment il avait hacké Gemini, l'IA de Google.